Je pense que maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont en quête d'un futur, qui sont en quête d'un nouvel imaginaire et qui, sans cette image du futur désirable, ne savent pas quoi faire dans le quotidien. On dit que le présent est la conséquence du futur. C'est hyper vrai, je trouve. Salut et bienvenue sur Des rêves en action, le podcast des rêveurs de l'Atlas. Nous sommes Bateraf et nous partons à la rencontre de personnes qui nous inspirent. Aventuriers, navigateurs, entrepreneurs, artistes, tous ont su suivre leurs rêves pour être vecteurs d'un message qui leur est cher. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Corentin de Châtel-Perron. Corentin est ce que l'on peut appeler un explorateur des modes de vie, notamment au travers du Low-Tech Lab qu'il a créé en 2010. Après avoir sillonné les océans du globe pendant près de 6 ans à bord d'un voilier laboratoire, Corentin s'attelle aujourd'hui à expérimenter d'autres manières de vivre au sein de biosphères inspirées des low-tech. Corentin a notamment vécu en totale autonomie sur une plateforme de 60 mètres carrés pendant 4 mois en Thaïlande, ou encore dans le désert mexicain aux côtés de son acolyte, Caroline. En se plaçant dans ce qui apparaît a priori comme un certain inconfort ou déséquilibre, et en repoussant les limites en matière d'habitat, de nourriture et d'énergie, Corentin parvient peu à peu à montrer qu'il est possible de vivre mieux avec moins. Bonjour Corentin. Bonjour. Nous allons commencer très simplement. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Ben ouais, je m'appelle Corentin, je suis né en Bretagne et j'ai fait des études d'ingénieur et après je sais pas comment décrire le métier que je fais, mais vous allez en savoir plus tout à l'heure. Quel suspense. Et au fait, en sortant d'école, je savais pas vraiment quoi faire. La plupart des copains de promo là, ils partaient à l'époque, c'était en 2006, vers l'informatique ou le bâtiment ou des secteurs qui m'attiraient pas vraiment. En fait, c'est après coup que je me rends compte que les offres d'emploi qu'il y avait, en fait, me faisaient pas vraiment rêver. Il y a des secteurs qui me paraissaient sympas. J'avais fait mon stage de fin d'études dans une boîte qui fait des éoliennes. Et je me disais, bah, c'est cool, les éoliennes, c'est des énergies renouvelables, ça correspond à peu près au futur que j'imagine souhaitable. Mais en fait, ça restait un boulot derrière un ordi. Et bref, j'avais pas d'idée, en fait, de boulot qui correspondait complètement à ce que je voulais. Et du coup, avec un pote, on a voulu monter une entreprise nous-mêmes, du coup, qui corresponde complètement à ce qu'on voulait. Alors, l'entreprise n'a jamais vu le jour, mais je veux dire, c'est comme ça que c'est ce qui a fait que j'ai jamais postulé pour un boulot. Donc, tu n'as jamais été salarié de la moindre entreprise ? Alors, plus ou moins, parce que en fait, cette création d'entreprise, elle a jamais vu le jour, mais en fait, on avait trouvé des potentiels investisseurs qui bossaient dans une boîte, qui m'ont salarié pendant 1 an et demi à temps partiel en parallèle, et ce qui m'a apporté beaucoup parce que ça m'a permis aussi de voir comment est-ce que des investisseurs, des entrepreneurs qui montaient leurs propres projets, ceux pour qui je bossais, comment ils s'y prenaient. Parce que moi, j'y connaissais vraiment rien après une école d'ingénieur. Enfin, en tout cas, j'avais pas été formé à l'entrepreneuriat. Donc, ça m'a pas mal appris. Et puis, du coup, j'ai eu 1 an ou 1 an et demi de salariat. Et est-ce que tu pourrais nous parler de ton premier projet dans lequel tu t'es lancé et qui raccroche pas mal avec ce pourquoi on te connaît beaucoup, l'Elotech ? Ouais, bah en fait, après cette expérience d'entrepreneuriat loupée entre guillemets, parce qu'en fait j'ai appris plein de trucs, je considère pas que ce soit loupé, mais je suis parti au Bangladesh pour bosser dans un chantier naval de construction de bateaux de pêche, et c'était des bateaux faits en fibre de verre résine. Et d'un point de vue écologique, c'est pas le top parce que la fibre de verre elle est importée. Et puis en fin de vie, ce matériau fibre de verre résine, tu peux pas en faire grand chose. Ça, c'était un volontariat pour ce chantier naval, un VSI. Et en parallèle, j'ai commencé à faire des recherches sur la fibre de jute pour remplacer la fibre de verre. Ça au Bangladesh, c'est une fibre, c'est hyper courant. Cette plante, elle pousse dans le delta du Gange principalement. C'est hyper résistant, ça fait vivre des millions de personnes et tout ça. Et c'est une industrie qui est en pleine décroissance. Du coup, je me disais, si on peut l'utiliser à la place de la fibre de verre, ce serait génial. Et du coup, j'ai commencé à faire des tests et puis je me suis rendu compte que c'était bien, que c'était prometteur. Et du coup, j'ai décidé de faire un bateau avec à 40% fibre de jute, 60% fibre de verre. C'était un peu la première étape. Et pour prouver que c'était résistant, j'ai décidé de rentrer à la voile avec ce bateau jusqu'en France. Je savais pas naviguer en plus, donc ça m'a lancé dans tout un truc. Mais du coup, après ce voyage, j'ai pu trouver des partenaires qui ont apporté de l'argent et des connaissances scientifiques et monter un labo de recherche au Bangladesh pour développer ce matériau-là.
Donc avec toute une équipe, on a développé un tissu de fibre de jute qui permet de construire des bateaux. Enfin voilà, et on a pu mettre à l'eau un deuxième bateau qui s'appelait Gold of Bengal. Le premier s'appelait Taratari et le deuxième était le premier bateau du coup 100% en composite à base de fibre de jute. Et avec ce bateau, je suis parti 6 mois naviguer dans le golfe du Bengale. Déjà pour tester la résistance du bateau avant de continuer à le développer et aussi parce que je commençais à m'intéresser à tout ce qui est low-tech. Au Bangladesh, ils inventent plein de trucs avec les moyens du bord. Il y a plein d'ingéniosité et pour répondre à des besoins de base comme l'accès à l'eau, l'énergie, nourriture, etc. Du coup, j'ai décidé de passer 6 mois sur ce bateau en essayant d'être autonome grâce à des low-tech. Et bon, ça a pas marché non plus. Moi, je suis assez fort en échec apprenant. Et c'est pendant ce voyage-là, pendant ces 6 mois où je me suis arrêté dans des îles désertes dans le golfe du Bengale, à essayer d'être autonome, que j'ai eu l'idée de créer le Low-Tech Lab. Donc, c'est une association dans le but de trouver des innovations low-tech un peu partout autour du monde, de les tester, de les documenter, de faire des tutoriels et de les promouvoir pour que d'autres puissent les répliquer. L'idée étant que quand quelqu'un invente quelque chose d'intelligent en low-tech dans le monde, ça puisse être répliqué par d'autres gens qui pourraient en avoir besoin. Et donc ça, c'était en 2013, cette expérience-là. Du coup, dès fin 2013, j'ai créé une asso et on a commencé avec une petite équipe à chercher sur Internet tout ce qu'on pouvait trouver en innovation low-tech. On a créé une espèce de base de données. C'est comme un Wikipédia, mais pour les low-tech, lowtechlab.org. Et assez vite, on s'est dit, mais ce serait quand même plus intéressant d'aller voir directement les gens qui inventent ces solutions-là et de documenter les low-tech sur place pour voir dans quel contexte elles s'inscrivent et tout ça. Et du coup, on a récupéré un bateau, un catamaran, qu'on a transformé en laboratoire flottant. Et on est parti au début où je pensais que ça allait prendre 3 ans, un tour du monde des low-tech, et en fait, ça a pris plus de 6 ans. On s'est arrêté dans 25 pays, on a rencontré plein de gens et on a testé chacune de ces technos à bord du bateau. Et puis on a fait des films, des tutos, etc. On parle beaucoup de low-tech. Est-ce que tu pourrais nous dire comment est-ce que toi tu définis ce qu'est une low-tech? Ouais, c'est vrai que j'aurais dû commencer par ça. C'est des technologies ou des savoir-faire qui répondent à 3 critères: utile, accessible et durable. Donc utile parce que ça répond à des besoins de base. Accessible, c'est là le côté accessible financièrement, que ce soit accessible à tous, et aussi que ce soit fabricable ou au moins réparable un peu partout dans le monde, appropriable localement, et durable parce que c'est irrespectueux des humains et de la planète. Et les low-tech, c'est devenu comme une évidence pour toi dès le début ou dans quel contexte ça s'inscrit? Pourquoi d'un coup tu te dis, moi les low-tech, c'est ce pourquoi j'ai envie de m'engager? En fait, les low-tech et plus largement la démarche low-tech en fait, parce que ça, au début j'avais du mal à le formuler comme ça, mais c'est en y travaillant, c'est plutôt une démarche, c'est pas juste des solutions. Je trouve qu'on a souvent tendance à se dire il y a un problème, on va essayer de trouver une technologie qui va solutionner ce problème. Et résultat, on se retrouve comme nos modes de vie ils génèrent plein de problèmes, on se retrouve à devoir créer plein de technologies qui répondent à tous ces problèmes. La démarche low-tech, c'est plutôt de voir quels sont nos besoins, notamment nos besoins de base, et comment on peut y répondre de la manière la plus astucieuse possible. Et donc ça, et surtout au Bangladesh, ça m'a paru être une évidence. Déjà, vivre au Bangladesh, du coup, j'y ai vécu 4 ans, ça m'a permis de voir un peu l'envers du décor de nos modes de vie, tu vois, les fringues qui sont fabriquées au Bangladesh. J'ai pu voir les usines qui les fabriquent, c'est l'enfer en fait, toute cette industrie. Je me souviens d'avoir visité une usine qui fabrique des jeans, et notamment les jeans qui sont un peu délavés ou avec les bords abîmés, tout ça. En fait, c'est derrière des gars avec des meuleuses, avec des sableuses et tout ça qui abîment les jeans pour qu'ils soient vendus au final plus cher dans les magasins. Tu dis ouais, quand même, nos modes de vie sont vraiment pas écolo, mais aussi il y a beaucoup d'injustices qui sortent de ça. Les rivières qui passaient près des usines, elles prenaient la couleur de la teinture qu'ils utilisaient ces jours-là, quoi. Donc habiter au Bangladesh, ça m'a permis de me rendre compte de ça et de m'en rendre compte aussi de cette intelligence qu'il y avait en fait de l'intelligence qui naît de la contrainte et qu'on n'apprend pas forcément en école d'ingénieur non plus, parce que en général on essaye de faire t'as un problème et puis t'essayes de faire la réponse. Enfin, je sais pas comment dire, mais souvent t'es pas sous contrainte et du coup tu fais pas forcément la réponse la plus efficace. Et bref, c'est là que j'ai découvert un peu la démarche low-tech. Et comment est-ce que ton parcours d'ingénieur a contribué à être là où tu en es aujourd'hui? Et comment est-ce que tu as vécu tes études?
tu te voyais continuer ou dès le début, tu as senti que tu voulais trouver une autre manière de visualiser les problèmes auxquels tu allais faire face? Ben, les études d'ingénieur, surtout que c'était ingénieur généraliste, ça m'a permis d'apprendre plein de trucs sur plein de sujets. Ça, j'ai trouvé ça super. Pas beaucoup sur le vivant, malheureusement. Et aujourd'hui, ça me sert beaucoup de connaître des trucs sur le vivant. Mais ça m'a permis, ça formate un petit peu le cerveau à apprendre. Et ça, du coup, j'ai trouvé ça bien pratique, de savoir m'adapter et apprendre plein de trucs. Et de pouvoir discuter avec plein de gens qui ont plein de compétences différentes. Si j'avais fait juste de l'informatique, j'aurais pu facilement discuter avec des informaticiens, mais en fait pas forcément avec des gens de complètement d'autres domaines. Et donc ça j'ai trouvé ça cool de faire une école d'ingénieur pour ça. Mais après, c'est vrai que ça formait quand même à des métiers qui me plaisaient pas forcément. Et j'avais déjà choisi de faire une école d'ingénieur généraliste parce que je savais pas vraiment quoi faire. Et du coup, je trouvais que c'était une option qui me laisserait un large panel de choix. Mais même pendant mon école, en fait, et tu vois, ça repoussait le moment où j'allais devoir choisir quelque chose. Mais même à la fin de mon école, j'avais ouais, toujours pas un métier vraiment... Enfin, où je me dise, ouais, tiens, ça va me passionner, ça va être utile pour la planète, ça va me faire vivre. Enfin, il y a jamais un truc qui faisait matcher tous ces critères. Et donc ça va faire une vingtaine d'années aussi où toi tu travailles dans cette démarche low-tech. Quel est ton objectif finalement? Est-ce que c'est de vivre ce qui t'anime, ce qui te passionne, ou est-ce que l'objectif de fond c'est plutôt de créer un nouveau récit, montrer qu'il y a d'autres possibles? Bah, c'est un mix des deux au final parce que, alors déjà un truc perso, c'est que moi j'avais envie de travailler sur un truc qui contribue. En fait, j'avais envie de contribuer à la construction d'un monde qui m'attire. Donc ça me rend service de faire ça. Parce que j'ai l'impression que ouais, j'avance vers quelque chose qui me plaît. Si j'avais fait un métier vraiment, je sais pas, dans les high-tech ou un truc complètement différent, j'aurais pas eu l'impression d'avancer vers le monde qui me plaît. Au fur et à mesure de ces années-là, je me suis rendu compte que ça manquait à plein de gens, en fait, une vision d'un futur qui les attire. Et encore, moi, quand je suis sorti d'études en 2006, on n'était pas encore hyper au courant des problèmes écologiques, des problèmes de réchauffement climatique. C'était quand même assez éloigné, même si on en entendait parler. La biodiversité qui s'effondre, les problèmes des ressources, etc. C'était pas encore quand même un sujet hyper présent. Et donc il y avait beaucoup de gens qui étaient encore à rêver du futur hyper high-tech qu'on nous propose depuis des dizaines d'années, que je trouve maintenant obsolète. Et il y a de plus en plus de gens qui voient plus ce futur ni souhaitable ni possible. Donc je pense que maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont en quête d'un futur, qui sont en quête d'un nouvel imaginaire et qui, sans cette image du futur désirable, ne savent pas quoi faire dans le quotidien. Tous ceux qui sortent d'études maintenant et qui se disent bah en fait je sais pas comment va être le futur, il y a rien qui me fait rêver, et ben je les plains parce qu'en fait ça doit être l'enfer. Tu peux pas choisir quel métier tu vas faire, tu peux pas choisir quelles études tu vas faire, tu peux pas choisir on dit que le présent est la conséquence du futur, c'est hyper vrai je trouve. Il faut se créer une image du futur. Et donc ouais, c'est un peu ça mon boulot aujourd'hui, c'est d'essayer de créer une image d'un futur qui soit désirable, qui matche avec les limites de la planète. Donc essayer de faire rêver des gens sur un futur viable. Donc là, on a vu que c'était un petit peu difficile de catégoriser en termes de profession. Aujourd'hui, quel est ton rapport au travail? Quelle est ta limite entre vie personnelle, vie professionnelle, passion? Comment est-ce que tu t'agences tout ça? Et ben, bah c'est vraiment devenu un travail passion parce que pour le coup, en fait, dans chacun de mes projets, j'avais un objectif, mais j'ai essayé de trouver le moyen d'atteindre cet objectif qui corresponde le plus possible à mes passions. Par exemple, quand j'étais au Bangladesh et que j'ai fait des études sur la fibre de jute, il y a d'autres personnes qui auraient plutôt fait des recherches dans des labos, fait des éprouvettes, testé les éprouvettes, fait des dossiers scientifiques, etc. pour convaincre. Moi, mon moyen qui me passionnait le plus, c'était de carrément fabriquer un bateau et puis de naviguer avec pour montrer que c'était costaud. Donc, j'ai choisi le moyen qui correspondait à mes compétences, à mes passions et tout ça. Et donc, là, encore plus dans mes projets aujourd'hui, je mêle tout ça. Et donc, c'est vraiment des projets, enfin des boulots passion. Et donc, il n'y a plus vraiment de limite entre ma vie perso et ma vie professionnelle. Tout est un peu mixé.
Du coup, ce qui pose aussi des problèmes, parce que du coup, comme tous les gens qui ont des boulots passion, ben, tu restes un petit peu tout le temps dans la même bulle, quoi. T'as pas vraiment d'horaire. Pendant les 6 ans, ouais, j'ai même vécu 7 ans sur le bateau Nomade des mers. Ben, en fait, je vivais dans mon bureau. Un bureau un peu particulier quand même. Ouais, ouais. C'est-à-dire que là, dans tous les projets dont tu parles, il y a quand même cette sensation que t'aimes te mettre en déséquilibre, presque dans un certain inconfort. Est-ce que c'est quelque chose vraiment que tu recherches à chaque fois et qu'est-ce que ça te procure? Pourquoi tu fais ça comme ça? Ben, je trouve que choisir des contraintes même très fortes dans lesquelles on se met, ça permet de développer l'ingéniosité dont je parlais. J'ai l'impression que si je me mets pas sous contrainte, eh ben, ça me challenge pas et je sors rien de bon de moi. Mais par contre, j'aime pas être contraint par quelqu'un d'autre. J'aime pas forcément la contrainte en général. J'aimerais pas qu'on me dise fais ci, fais pas ça. J'aime pas trop les réglementations, j'aime pas trop les formulaires, donc j'aime pas la contrainte en général. Mais par contre, j'adore choisir certaines contraintes en me disant bah ça va être je choisis ces contraintes parce que ça va être un moteur pour aller dans cette direction. Et justement, en parlant de moteur, on a compris que la passion avait une place très importante pour toi. Est-ce que tu as d'autres moteurs dans la vie? Ouais, un des moteurs les plus forts au final, c'est que je vois que la planète, elle a un potentiel génial, qu'il y a plein de ressources et quand même, on a quand même de la chance d'être sur une planète aussi géniale. Et que, par contre, je trouve qu'on exploite mal ce potentiel. On pourrait avoir des modes de vie vachement mieux, quoi. Enfin, je trouve qu'on pourrait vivre de manière vachement mieux. Là, on est en ville. Je trouve que vivre dans une ville comme ça, t'as de la pollution, t'as du bruit, je trouve qu'on vit très mal par rapport à ce qu'on pourrait au potentiel. Et donc ça, c'est un des grands moteurs que j'ai, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait mieux exploiter le potentiel. Et justement, tu parles de la ville, là, actuellement. Je sais pas dans quel milieu tu as l'habitude de vivre. Tu as quand même vécu dans des milieux aussi assez extrêmes où c'est pas là où l'homme vit naturellement. Mais quel est ton rapport justement à l'environnement, à la nature? Est-ce que t'en as besoin? Comment tu concilies tout ça? Ouais, moi j'ai vraiment besoin de la nature et j'ai grandi à la campagne et pour moi c'est un truc évident qu'il faut resserrer les liens entre les humains et les autres espèces vivantes et la nature en général. C'est vraiment un truc dont je suis persuadé et qu'on perd en fait, mais pour moi on le perd depuis 10 000 ans. On essaye de se séparer au fur et à mesure de la nature, d'être indépendant. Je sais pas ce qui s'est passé il y a 10 000 ans, mais j'ai l'impression que il y a eu un problème. Et que depuis, on essaye de tout faire pour se rendre de moins en moins dépendant de la nature. Alors que pour moi, l'avenir, enfin, on peut pas continuer comme ça. Et j'ai envie qu'on se réensauvage un peu. Qu'on trouve justement, et ça c'est une de nos quêtes avec Caro, trouver des modes de vie où on se sent dépendant de la nature et on sente qu'on en fait partie. Justement, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des projets que tu mènes actuellement et aussi de ce que tu ressens quand tu es dans un environnement hostile et que tu t'en sauvages à nouveau d'une certaine manière? Ouais, là en début d'année, on était dans le désert au Mexique avec Caro, donc c'était ça fait partie de notre programme Biosphère. On fait des expériences où on essaye de combiner des low-tech pour voir comment est-ce qu'on pourrait vivre sur la planète dans le futur de manière plus saine et plus durable. Et donc j'avais fait une première expérience en Thaïlande sur un radeau flottant, et là on a fait une seconde expérience pour le coup sous contrainte parce qu'on était dans un désert au Mexique, donc pas d'eau douce, pas de pluie, pas de source d'eau, on était près de la mer et on a combiné une vingtaine de low-tech dans un écosystème qui permettent de générer de l'eau, de l'énergie, de la nourriture, recycler les déchets, etc. Donc l'expérience a duré 4 mois, à vraiment vivre dans un écosystème où on dépendait des autres espèces. Parce que, par exemple, notre urine était transformée par des bactéries, ça faisait un engrais pour des plantes et nous, on mangeait les plantes. Il y a des cyanobactéries, de la spiruline, qui aussi mangeaient une autre partie de l'urine et qui faisait aussi... C'est une microalgue, en fait, qui est hyper nutritive. Donc ça faisait de notre nourriture. Tu avais les déchets organiques qui étaient transformés par des larves de mouches qui elles-mêmes étaient mangées par des grillons qu'on mangeait. En fait, on dépendait vraiment des autres espèces vivantes pour vivre. Et donc ça, c'est une expérience hyper forte parce que d'habitude, on a en fait en réalité cette dépendance, mais on la voit pas parce que quand tu vas acheter de la salade au supermarché, en fait, tu vois pas tout le lien de dépendance comme ça puisque c'est des circuits beaucoup plus longs.
Mais là, tu le sens vraiment quand tu vois la larve, tu sais qu'à un moment, elle va se retrouver dans ton estomac indirectement parce qu'elle va être mangée par un grillon et que tu vas manger, etc. Et sentir cette dépendance, j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant. J'aimerais bien que tout le monde vive cette expérience-là. Et ensuite, il y a eu aussi le fait d'être dans un environnement complètement sauvage, parce que là, on était en plein désert où il y avait des cactus, du sable, et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'espèces vivantes qui vivaient là-bas, alors qu'il y a très peu de ressources. Il y avait plein de types de mammifères, des renards, des coyotes, des lynx, des ratons laveurs, des blaireaux, des lapins, il y avait des écureuils, enfin tout un tas de trucs. T'imagines pas que tout ça puisse vivre en plein désert. Il y avait en plus plein d'insectes, plein d'oiseaux. Dans la mer, il y avait plein d'espèces différentes. Et petit à petit, au fil des semaines et des mois qui ont passé, eh ben, on a commencé à découvrir tout cet écosystème. Et comme on était les deux seuls humains, eh ben, on s'est vraiment, réensauvagé. On s'est senti appartenir au désert petit à petit. Parce qu'au début, t'as un peu peur dès que t'as un bruit, dès que tu vois, je sais pas, un scorpion, dès que tu vois, eh ben, ça te fait peur. Et puis en fait, après, tu commences à les connaître, à te renseigner sur eux et tout ça, et à t'attacher à eux. Et du coup, petit à petit, tu te fonds dans le décor, et ça, vraiment, j'ai trouvé que c'était une expérience géniale. Et quand tu reviens en ville après, tu dis, bah, en fait, ouais, c'est plus logique de vivre comme ça que de vivre comme on le fait ici, juste entre humains, à avoir de la considération que pour les humains et pas du tout pour le vivant en général, et même la nature en général. Le projet Biosphère du désert, c'est quand même un projet qui, de prime abord, paraît complètement fou, qui a énormément de composantes, même si tu dis qu'à la fin, il y a quand même une logique. Comment tu vas voir des partenaires ou d'autres acteurs, leur dire, bah voilà mon projet, moi j'ai envie de partir dans le désert pendant 4 mois en mangeant de la spiruline, est-ce que vous me suivez? Comment tu les fais adhérer à ça? Et ensuite aussi, comment tu comptes faire adhérer, parce que tu as dit, j'aimerais bien que tout le monde vive cette expérience-là. Les partenaires, en fait, j'aurais pas pu faire un projet biosphère au début, en fait. Ça aurait été difficile pour deux raisons. Parce que ça aurait été difficile de convaincre que c'était une bonne idée. Et aussi, moi, j'y connaissais rien il y a 10 ans, et j'aurais pas pu. En fait, ça demande vachement de connaissances différentes. C'est vraiment des études d'astronautes version low-tech, quoi. Ce qu'on a fait en 10 ans, j'ai appris des trucs sur comment cloner des champignons, comment produire de l'électricité, enfin, vraiment plein de trucs différents. Et le fait que pendant 10 ans, j'ai cherché des low-tech, que je me sois vraiment spécialisé dans ce domaine-là, après, c'était une suite logique de dire aux partenaires qu'on allait réinventer une manière de vivre dans le futur en combinant ces solutions-là. Je pense qu'il y a plein de gens, ouais, comme je disais tout à l'heure, qui aimeraient bien voir d'autres alternatives de futur que ce qu'on propose, le futur hyper high-tech ou revenir en arrière. Développer des nouvelles idées de futur, ça commence à attirer de plus en plus de gens, donc c'est pas trop difficile de convaincre des partenaires là-dessus. Après, ce qui est plus difficile, c'est de convaincre les gens de s'y mettre, ça c'est sûr. Parce qu'en fait, quelquefois, il manque les technologies. Il y a plein de low-tech qui sont géniales, mais en fait, tu peux pas aller les acheter dans les magasins. C'est un peu des trucs de geek. En fait, il faut encore les fabriquer soi-même ou alors se spécialiser, etc. C'est pas facile. Et il manque des filières aussi. Si tu veux faire, je sais pas, du compost en pleine ville, en fait, t'as pas forcément les gens qui vont aller le récupérer, les agriculteurs qui vont l'utiliser, etc. Donc en fait, il manque plein de maillons. Et même s'il y a des gens que ça attire, ça, on en voit de plus en plus, qui sont vraiment sur les mêmes valeurs et tout ça, qui sont convaincus. Et de là à passer à l'action, on ne sait pas encore vraiment comment faire. Parce que, ouais, c'est compliqué en fait de changer ses habitudes. Et ça, c'est un truc qu'on n'a pas encore vraiment résolu. Et je vois même des potes qui sont complètement convaincus d'un truc pour changer leurs habitudes. Quelquefois, ils mettent des années en fait. C'est une histoire d'habitude ou c'est aussi une histoire de confort? Ou de peur de perdre son confort? C'est quand même beaucoup d'habitude, parce que quelquefois, quand tu fais un truc, en fait, tu te rends compte que t'as pas baissé en confort. Attends, faut peut-être que je prenne un exemple. Je sais pas, si tu fais pousser des plantes chez toi, dans un sens, tu vas perdre en confort parce que c'est plus compliqué que d'aller les acheter. Aller les acheter, c'est vraiment tout simple. Tu vas acheter ta salade et puis paf, tu la manges. Alors que la faire pousser, en fait, tu vas devoir semer tes graines, tu vas devoir les arroser tous les jours, tu vois, tu vas devoir t'en occuper, et ça va peut-être prendre quelques minutes par jour.
Donc on pourrait dire que tu perds en confort. Donc c'est difficile de s'y mettre parce qu'il faut faire un effort, faut aménager du temps dans ton emploi du temps pour t'y mettre. Mais par contre, une fois que tu l'as fait, en fait, tu te rends compte que la salade que tu as mangée, que tu as produite toi-même, tu es hyper content de la manger, et puis nutritivement, ça t'apporte quelque chose, et puis peut-être que tu vas économiser aussi un peu d'argent. Et en fait, après coup, c'est à l'usage que une fois que tu as fait l'effort de le faire, tu regrettes pas. Et tu parlais quand même qu'il y a un mouvement de fond aujourd'hui, avec des personnes qui se disent de plus en plus prêtes à ce futur low-tech. Et parallèlement à ça, on a aussi un 21e siècle où on est dans une course technologique qui est juste effarante, et on commence à avoir aussi des technologies numériques, des technologies, de la deep tech, de la high tech vraiment très 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 performantes, avec une course où on sent un emballement avec l'intelligence artificielle. C'est quoi ton ressenti là-dessus? Est-ce que tu te dis, OK, stop, là, on arrête et on ralentit? Ou alors, est-ce que ça te désespère un peu? Ouais, en fait, je sais pas exactement. Moi, j'ai l'impression qu'on est une phase où il y a un espèce de gros brainstorming général mondial de plein de gens qui se demandent dans quelle direction aller. Donc, c'est justement le moment où il faut montrer plusieurs options. Et je pense qu'il y a des gens qui montrent des scénarios de futur hyper high-tech, justement, avec l'intelligence artificielle, avec des mondes virtuels, avec même la colonisation d'autres planètes. Enfin, il y a des trucs où le curseur est hyper high-tech. Il y en a où c'est carrément, il faut revenir en arrière, il faut vivre comme il y a 50 ans, etc. Et entre les deux, il faut qu'il y ait tout un panel de scénarios possibles. Et nous, avec les low-tech, on explore un scénario. Et je pense que cette phase, elle est intéressante, et j'ai pas envie de dire stop à ceux qui explorent un monde tout high-tech, parce que, bon, ça se trouve, ils ont raison, j'en sais rien. Mais c'est bien de pousser un peu ces scénarios pour voir les limites. Et ça me donne, moi, l'impression, avec les infos que j'ai, que le scénario tout high-tech à fond, il va créer plein d'injustices, et puis il y a peut-être pas les ressources, tu vois, les limites des ressources de la planète, de la biodiversité, de ce lien avec la nature, ça le développe pas, etc. Moi, je vois plein d'obstacles en fait sur ce scénario. Donc c'est sûr que ce que j'ai pas envie, c'est que on fonce vers un truc qui nous plante en fait. Et quelquefois, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont pas assez sensibilisés aux limites de la planète et à ce que toutes les conséquences, tout ce que ça peut engendrer en fait, qui regardent pas assez ça. Et ouais, ça c'est dommage. Et donc toi, professionnellement parlant, où est-ce que tu te vois dans quelques années? Est-ce que c'est pas un peu éreintant de tout le temps te sortir de ta zone de confort et te soumettre à différentes contraintes? Non, moi ça me passionne, et là je commence toute une série du coup d'expériences de biosphère là, et j'ai déjà des idées pour les années d'après du coup. Et non, ce que j'espère c'est que ça va inspirer des gens, et qu'il y a des gens qui vont le répliquer. Là, on commence à bosser sur un projet de biosphère urbaine. Autant la biosphère dans le désert, ça s'adressait pas directement à la majorité des gens qui nous suivent. Mais là, il y a plein de gens qui sont en ville et qui se demandent comment ils pourraient vivre plus low-tech. Donc moi, ça me passionne. Et pour moi, c'est se mettre vraiment sous contrainte de venir vivre en ville, parce que c'est pas du tout mon univers. Mais c'est hyper challengeant, et j'espère qu'on va résoudre le défi. On a envie de créer un mode de vie urbain qui répondent aux objectifs de l'ONU sur les émissions de gaz à effet de serre pour 2050, là, l'histoire des 2 tonnes, qui divise par 10 la consommation d'eau, qui ne génère pas de déchets, qui soit accessible financièrement, etc. Enfin, on s'est mis vraiment des contraintes fortes, et donc c'est un peu comme un jeu, un jeu sérieux. On se dit, OK, c'est parti, on a 1 an, on prépare pendant 8 mois, on va rencontrer plein de spécialistes, et là, ça va être passionnant, on va apprendre plein de trucs, et on va essayer de résoudre ce défi-là. Et après, on passera à un autre challenge, etc. Donc non, je me vois faire ça pendant un moment. Est-ce qu'au bout d'un moment, je serai éreinté? Peut-être, je sais pas. Mais tant que j'ai l'énergie pour ça... Et ce qui est intéressant dans ta démarche, c'est qu'on dirait que tu as envie de faire la preuve par l'exemple. Montrer que, une fois qu'il y aura une biosphère urbaine qui aura existé, qui aura fonctionné pendant 4 mois, on pourra plus dire que ça ne marche pas. Et c'est un peu le but quand même de cette expérience-là. Ouais, pour moi, l'expérimentation est le mode itératif t'as une idée, tu fais le truc théorique, et ensuite tu le testes en pratique, et ensuite tu testes l'idée d'après, etc. Donc t'avances de manière itérative. Pour moi, c'est la bonne manière d'avancer. Parce que c'est vrai que quelquefois en école d'ingénieur, t'apprends à passer beaucoup de temps en bureau d'études ou en théorie à faire le truc, et puis après tu files ça à un atelier qui va fabriquer ta machine par exemple, et souvent en fait tu te rends compte qu'il y a plein de problèmes. Il faut mieux faire le truc étape par étape,
Et moi, ça me passionne à chaque fois là, comme dans la biosphère du désert, on a préparé pendant des mois. Le truc sur le papier devait marcher vraiment parfaitement. Et en fait, on s'est rendu compte une fois sur le terrain qu'il y avait plein de trucs qui marchaient pas du tout comme prévu, qu'il y avait plein de décalages entre la théorie et la pratique. Et heureusement qu'on fait le test pratique avant de dire c'est une bonne idée ou c'est pas une bonne idée. C'est comme ça qu'on apprend. C'est en alternant entre la théorie et la pratique. Et moi, c'est ça qui me plaît. Et ce modèle itératif suppose par contre beaucoup d'échecs, et tu parlais tout à l'heure d'échecs apprenants. Ça signifie que tu t'en prends plein la tête quand même. Et est-ce qu'il n'y a pas eu des moments où tu t'es dit waouh, là j'enchaîne vraiment échec sur échec, ça me met dans le doute, j'arrête? Non, ça m'est pas trop arrivé. Enfin si, il y a plein de trucs que j'ai déjà arrêtés, mais à chaque fois ça m'a appris quelque chose. Mais en fait, je pense que j'ai un côté assez têtu. Et par exemple dans le désert, avec Caro, on a mis 1 mois et demi avant de vraiment résoudre les problèmes. Par exemple, le désaliniseur, là, c'était vraiment un truc crucial parce que sans eau, on pouvait rien faire fonctionner. Il marchait bien à Concarneau, là, sur le toit de nos bureaux, sur 1 mètre carré pour transformer l'eau du port de Concarneau en eau douce. Mais une fois arrivé dans le désert, le truc, il marchait pas du tout. Il faisait 1/20 des résultats qu'on attendait, quoi. Et ça, sur plein d'autres low-tech, ça a mis 1 mois et demi avant qu'on y arrive. Mais au final, on a su s'accrocher, persévérer, et puis ça a fini par marcher. Alors, au final, l'expérience a super bien marché, mais dans cette expérience, même si le global a bien marché, il y a des trucs qui ont plus ou moins bien marché. Et donc maintenant, je pense que je suis assez convaincu et expérimenté en échec pour avoir l'énergie pour franchir les obstacles nécessaires. Enfin, bon, après, je dis pas que ça se trouve là dans notre nouvelle expérience en ville, il va y avoir tellement de galères que ça va pas être pareil, mais bon, j'en sais rien, on verra. Justement, comment est-ce que tu fais pour trouver cette frontière entre persévérance et obstination? Parce qu'à un moment, on peut toujours continuer d'essayer, essayer, mais ça peut être aussi un gaspillage d'énergie. Comment tu trouves la limite, toi? Ben ouais, c'est jamais évident, je pense. Surtout, je pense que c'est comme au poker. Enfin, je suis pas un joueur de poker, mais tu sais jamais jusqu'où, à quel moment t'arrêter, tu vois. Ouais, faut savoir avoir assez de recul sur le truc. Là, dans le désert, c'était pas mal d'être deux avec Caro, sur pas mal de décisions, d'avoir deux points de vue. Il y en a un qui dit ah non, là on a été trop loin, on s'obstine justement, alors que il faudrait reprendre à zéro. Enfin, c'était pas mal d'être deux. Mais sinon, ouais non, je pense que quelquefois moi je vais trop loin par exemple parce que j'ai misé trop de temps sur un truc et mais bon quelquefois après coup je me dis ah ça valait le coup et bon tu sais jamais en fait ouais. On sent là que tu cogites énormément, tu as exploré plein d'idées. D'où te viennent tes rêves? Est-ce qu'il y a certains contextes qui favorisent ta créativité? Comment ça se passe pour penser tout ça? Est-ce que Eh c'est la ben, nuit ou sous la douche? non, mais j'ai vachement besoin de quelquefois prendre du recul et je me rends compte que toutes les grandes décisions que j'ai prises ces 20 dernières années, c'était pendant des moments où j'étais en solitaire, vraiment déconnecté. C'est des moments où j'ai le temps de décanter un peu toutes les infos que j'ai dans ma tête et de transformer des idées en convictions et après de faire des vrais choix. Quand j'étais au Bangladesh, je vivais sur un bateau vraiment isolé sur une rivière et j'avais vachement le temps de réfléchir. Sur le bateau Gold of Bengal, j'ai passé des mois tout seul à réfléchir. Et en fait, à chaque fois, ça c'est des moments vraiment hyper importants pour moi. Je vais essayer de caler ça toute ma vie, des moments où je peux prendre du recul parce que je me rends compte que c'est comme ça que je prends mes décisions. Après, je pense que c'est différent chez chacun, hein. Il y a des gens qui ont besoin, au contraire, d'interaction avec d'autres gens pour trouver leurs idées. Mais moi, j'ai vraiment besoin d'isolement, je pense. Donc, ce serait bien que ce soit juste sous la douche ou la nuit, mais non, c'est plus compliqué. Faut que je fasse des retraites de plusieurs mois. Très simple. Est-ce que ça t'inspire aussi au niveau de l'âme d'enfant, la façon de voir le monde comme un enfant ou presque, avec peut-être une certaine insouciance, parce que je suppose que pour se lancer dans des projets comme les tiens, il faut pas trop réfléchir à toutes les conséquences et tous les risques. Je pense que ce que j'aime bien chez les enfants, c'est la capacité d'émerveillement que j'ai envie de garder toute ma vie, que j'ai pas envie de lâcher. Et je pense que ouais, il y a certains contextes dans lesquels tu peux, enfin, ou des boulots ou tu vois, des environnements dans lesquels ça favorise pas cette capacité d'émerveillement.
Mais c'est peut-être plus large que la capacité d'émerveillement. C'est aussi la curiosité, l'envie d'apprendre, peut-être cette naïveté aussi que ont les enfants de se dire allez je tente ça alors que personne ne tente. Donc si personne ne tente, tu serais tenté de te dire c'est que c'est pas une bonne idée. Mais en fait, tu le fais quand même parce que t'es curieux. Mais à la fois, moi, une des méthodes justement de prise de décision, c'est de me projeter moi grand-père, l'inverse, de me projeter moi vieux, pour essayer de me dire, à la fin de ma vie, voilà ce que j'aimerais bien avoir fait dans ma vie. Et tu vois, C'est intéressant parce que tout à l'heure tu parlais de réensauvagement et il y a quand même cette idée que l'enfant c'est un être qui a pas encore été domestiqué d'une certaine manière par la société. C'était peut-être ce que tu entendais oui, de c'est vrai. revenir peut-être à une autre vision des choses. Ouais, c'est vrai que un enfant, il a pas tout le bagage culturel qui peut être quelquefois lourd ou donner une inertie forte à des moments où justement on doit repenser nos modes de vie. Moi, je vois, il y a pas mal de gens qui veulent pas justement changer leur mode de vie parce que ils sont dans un truc culturel. Enfin, je sais pas, l'idée de, par exemple, d'avoir une belle bagnole aujourd'hui. Je trouve que, tu vois, d'avoir une grosse bagnole quand t'es en ville, je trouve que c'est un truc qui est culturel parce que c'est une histoire de reconnaissance sociale, etc. Et en fait, c'est tout un espèce de bagage dans l'inconscient collectif, un truc qui vient de ton éducation et qui crée une inertie qui est un vrai frein, un vrai blocage aujourd'hui et que j'ai pas du tout envie d'avoir. Et le fait d'avoir voyagé dans plein de pays, d'avoir vu plein de cultures différentes ces dernières années, puisqu'au final, j'ai pas passé beaucoup de temps en France, et ben, je trouve ça allège de ça parce que en voyant d'autres cultures, des gens qui vivent complètement différemment, et ben, ça t'évite d'avoir ce bagage culturel qui est quelquefois un frein au changement. Il y a comme cette idée aujourd'hui que finalement, aller vers le high-tech, le deep-tech ou d'aller vers le progrès, comme il est couramment entendu, c'est quelque chose de sérieux et que de vouloir ralentir, retrouver un peu de sensibilité, redevenir connecté avec la biodiversité, c'est quelque chose d'un peu idyllique ou de finalement pas si progressif. Ouais, c'est une bonne question. Je sais pas d'où ça vient. C'est vrai que je le ressens vachement. Pour moi, on est encore sur la lancée, sur l'inertie de toute une époque où on croyait à fond sur la science et la technologie qui allaient améliorer nos vies, en fait. On sort. On est toujours dans des décennies d'innovation technologique pour améliorer nos quotidiens. C'était ça, le truc. Et tous les indicateurs qu'on a, le PIB, les indicateurs de confort, de tout ça, ils sont liés à ça, en fait. Je sais pas si tu regardes l'histoire de la cafetière. Aujourd'hui, la cafetière qui est jugée la plus confort, la plus moderne, la plus symbole de progrès, c'est celle où tu mets une capsule, que tu as acheté un bras et t'appuies sur un bouton et ça te fait un super bon café. C'est sûr que nous, quand on dit ah ben non, c'est mieux d'avoir du café en vrac que t'as moulu parce que comme ça il a tout son goût et que tu filtres via une cafetière un peu de base, ça te donne un super bon café, mais t'as passé plus de temps, ça t'a coûté moins cher. En fait, c'est sur d'autres indicateurs t'es meilleur, mais sur les indicateurs qu'on a aujourd'hui encore, t'es moins bon. C'est beaucoup une question d'indicateurs et d'imaginaire de ce qu'est le progrès ou pas aujourd'hui. C'est comme si on avait des mauvaises lunettes pour voir le monde et que toi tu les avais enlevées et tu te dis mais si, c'est devant nous. Ouais, tout le monde a des lunettes, donc c'est des lunettes différentes. Mais moi, je trouve vraiment que, ouais, jusque dans les années 2000, on n'avait pas trop conscience des limites de la planète. Et donc, on a choisi des indicateurs qui étaient adaptés à ces connaissances-là. Mais maintenant qu'on a connaissance des limites de la planète, il faut changer ces indicateurs. Et ouais, c'est comme changer de paire de lunettes, effectivement. Parce que c'est vrai que c'est comme si t'étais en classe et que tout d'un coup, enfin à l'école, et que tout d'un coup, le prof changeait de système de notation. Il y en a plein qui se diraient, moi j'étais dans les premiers de la classe et là je me retrouve dernier, c'est dégueulasse, j'ai pas du tout envie de changer de système de notation. Mais en fait, à un moment, il faut le faire et même si ça fait pas plaisir à tout le monde, il faut que tout le monde s'adapte à ce nouveau système de notation, à ces nouveaux indicateurs parce que on peut pas continuer dans ce sens-là. Tout à l'heure, tu nous disais que tu avais passé beaucoup de temps à l'étranger et que ça t'avait aidé pour avoir une nouvelle vision des choses. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de nécessaire de vivre ces expériences hors du commun? Et est-ce que tu recommandes à tout un chacun de vivre ce genre d'expérience? Ou comment est-ce qu'on fait pour que le plus grand nombre de personnes puissent agir en accord avec les enjeux auxquels on doit faire face? Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller au bout du monde ou voir parce qu'il y a des gens qui vivent de manière très différente, même pas loin de chez soi.
Ce qui est sûr, c'est que ça vaut le coup de sortir quelquefois de sa bulle, en fait. Et je pense que avec les réseaux sociaux et tout ça, on est de plus en plus chacun enfermé dans une bulle d'information où avec les algorithmes et tout ça, en fait, on vit vraiment quelquefois dans un monde qui peut être, tu peux vivre dans un monde qui est plus proche de quelqu'un qui vit à New York que ton voisin de palier, en fait. Et donc, il faut absolument réussir à sortir de ces bulles d'une manière ou d'une autre pour prendre du recul sur son propre mode de vie. Mais c'est pas toujours évident, ouais. Tu parlais tout à l'heure que toi, pour retrouver de l'ingéniosité, de la créativité, tu as besoin de te déconnecter. Mais il y a presque le sentiment qu'en fait, c'est plutôt une reconnexion, ce que tu fais avec ton environnement et avec toi-même. C'est peut-être pour aussi contrer ce que Baptiste Morisot appelle la crise de la sensibilité qu'il y a aujourd'hui. Tu reconnectes vraiment avec le sensible. Qu'est-ce que tu ressens, toi, quand tu as cet état d'alignement entre ton environnement, toi, ce que tu penses, ce que tu fais? J'ai l'impression que tout est plus logique, que je suis beaucoup plus serein. Là, quand on était dans le désert, ouais, vraiment vivre dans cet écosystème où tu sais d'où vient tout ce qui t'entoure, en fait, tu es vraiment connecté à tout. Tu vois, là, si je pense qu'il y a autour de nous, je sais pas, on est assis sur du lino qui a... Rien que si tu regardes l'histoire de ce truc-là, à mon avis, il a une histoire incroyable. L'énergie qui a permis de le produire, ça vient de puits de pétrole de je sais pas où. La matière, elle vient d'autre part. Ça a été transformé dans une usine, je sais pas où. Enfin, rien que tu pourrais faire une série Netflix sur l'histoire de ce lino, je suis sûr, avec tous les gens que ça a impliqué, etc. Et en fait, tu regardes autour de toi, tout est un peu artificiel, en fait. Et quand on était dans le désert avec Caro, là, bon, tout était logique. Et du coup, tu le ressens ça à l'intérieur de toi, je trouve, cette logique-là. T'as une sensation aussi de maîtrise un peu de ce qui t'arrive, je trouve. Alors qu'au final, tu maîtrises pas le truc parce que tu dépends plus du soleil, tu dépends du vent, tu dépends de si la plante elle a poussé ou pas. Mais en tout cas, quand y est, ça semble beaucoup plus logique, beaucoup plus sain, beaucoup plus épanouissant. Tu viens de nous parler de Caro, donc c'est quelqu'un qui t'accompagne quand même pas mal dans tes projets. Est-ce que tu pourrais nous la présenter aussi et puis nous dire ce que ça apporte de faire ce projet à deux? Ouais, ben Caro, elle est arrivée sur le bateau Nomade des mers pendant le tour du monde quand on était en escale à San Francisco parce qu'on cherchait quelqu'un qui s'y connaisse en biomatériaux. Et Caro, elle a pas mal bossé sur les matériaux à base de mycélium de champignons. Et elle est restée depuis sur le bateau. Et comme elle a vraiment le côté plus design, moi c'est le côté ingénieur, je trouve souvent que les ingénieurs ils font des trucs qui marchent mais qui donnent pas envie. Et les trucs de designer c'est des trucs qui donnent envie mais qui marchent pas. Et donc quand tu t'arranges bien les deux ensemble, ça fait des trucs qui marchent et qui donnent envie. Et bref, du coup, ça faisait une bonne combinaison et c'est ensemble qu'on a décidé de faire la biosphère dans le désert. Et effectivement, on a fait un truc, on se sentait vraiment bien aussi parce que c'était beau, c'était ergonomique, c'était désirable cette expérience-là. Et du coup, on est pas mal complémentaires et le fait d'être deux, ça apporte sur chaque sujet des points de vue différents. Il y a besoin d'argumenter, alors qu'en général, quand tu as une idée seule, t'argumentes pas vraiment avec toi-même, tu te dis c'est une bonne idée, je passe à autre chose, tu l'as fait. Alors que là, c'est vachement plus compliqué, parce que quelquefois, t'as une idée, tu l'expliques à l'autre, et l'autre trouve que c'est une idée de merde, et du coup, tu dois trouver les arguments, et donc ça t'aide. Alors, quelquefois, ça ralentit certaines décisions, mais enfin, ça t'aide à prendre quand même des meilleures décisions, en général. Et donc, le fait d'être deux, c'est vraiment cool. Tu parles de l'influence du design sur le fait de donner envie. En fait, d'une certaine manière, vous êtes en train de créer un récit autour de la low-tech. Enfin, aujourd'hui, il y a Elon Musk qui influence énormément et qui inspire beaucoup de personnes, mais que finalement, on peut envisager un futur qui soit totalement différent de ce qui est présenté par Elon. Ouais, carrément, c'est l'idée de faire un peu un concept car. Je sais pas si vous êtes déjà allé au salon de l'automobile. Les marques font des concept cars, c'est-à-dire que c'est des voitures qui illustre ce que sera le futur selon cette marque de voiture-là. Donc c'est souvent des trucs un peu délirants, futuristes, qui sont pas forcément des voitures qui fonctionnent, que tu peux mettre sur la route et qui vont marcher. Quelquefois, c'est vraiment des concepts. Et du coup, nous, on s'est dit, en fait, aujourd'hui, tout ce qui est low-tech, c'est une image un petit peu de truc de garage. Les gens voient pas forcément, ça les projette pas dans un futur désirable, en fait. Moi, je trouve que souvent, je fais le parallèle avec ceux qui ont inventé les premiers ordinateurs, où ils faisaient ça dans leur garage et c'était vraiment des geeks. Et je pense qu'à l'époque,
personne voyait le potentiel qu'il y avait derrière ces ordinateurs. On avait l'impression que c'était juste des geeks qui s'amusaient pour eux, entre eux, mais que ça allait jamais toucher le commun des mortels. Et donc là, l'idée, c'est nous de faire un peu l'équivalent des concept cars, mais pour les low-tech. C'est-à-dire d'essayer de se projeter. Là, dans le désert, on se projetait en 2090. Là, en ville, on se projette plutôt à 2040. Et d'essayer de se projeter à cette époque-là et de se dire, voilà comment, si on pousse les recherches, le progrès version low-tech, voilà ce à quoi on pourrait arriver. Donc, c'est pas forcément que des trucs que les gens pourront faire demain directement. Par contre, c'est que des trucs crédibles qui sont faisables et qu'on prouve par l'expérience. Et on espère qu'ils vendent du rêve. Donc c'est un peu ouais comme quand alors Elon Musk lui il dit carrément il fait des images de synthèse en disant voilà on pourrait faire une ville sur Mars et ça va être génial etc. Donc il se projette enfin c'est vachement plus perché que ce que nous on fait au final. Mais voilà on a cette volonté d'essayer de créer une vision d'un futur low-tech désir. Une vision à laquelle peuvent se greffer tout plein de gens, et notamment des jeunes qui sortent des études ou d'autres personnes qui sont en train de bosser dans un truc qui leur plaît pas. Comment tu leur dirais de créer ce déclic ou de déclencher cette bascule pour finalement travailler pour un autre futur tout aussi désirable, sinon plus? Ben, il y a quelques jours, tu vois, on a diffusé un épisode de notre web-série à des classes de collège et lycée. Alors ça leur a vachement plu aux jeunes, ils ont posé plein de questions et tout ça. Et après les instits nous ont dit que ce qui était cool, c'est que on avait été rencontrer des experts de différents domaines, qui ont des métiers différents, qui s'inscrivent dans ce futur low-tech. Et que ça parlait vachement aux jeunes parce que du coup, ils peuvent se projeter dans la peau de tel ou tel personnage, en fait. Par exemple, on a été voir Nathan, qui est un chef cuistot, qui bossait dans un resto étoilé. Et on lui a dit, bah voilà, Nathan, on a de la spiruline, des grillons, des légumes feuilles, des céréales, des légumineuses et de l'huile et des champignons. Qu'est-ce que tu peux faire de bon avec ça? Et donc, il a bossé plusieurs jours sur le truc et il nous a sorti des plats, mais incroyables, juste avec ces aliments-là. Et en plus, il est passionné, il était hyper motivé. Enfin, vraiment, c'était une super rencontre. Et donc, j'imagine un jeune qui est déjà attiré un peu par le métier de cuistot. Et ben, il se dit, ah bah ouais, en fait, je peux contribuer à la construction d'un futur meilleur via ce boulot-là. On a été voir des agriculteurs, on a été voir enfin, plein de métiers différents. Et je pense que ça, c'est après coup, je me rends compte de ça, mais c'est un super bon levier pour motiver des jeunes à aller vers ce futur-là. Là, on s'aperçoit que dans tes phases de vie, à certains moments, tu vas te retrouver complètement isolé. À d'autres moments, tu vas revenir en France et ce que tu vas faire va être très médiatisé. Tu vas avoir énormément d'interactions. Comment est-ce que tu fais pour gérer ces deux aspects de ta vie? Est-ce que c'est pas un peu éprouvant de passer de l'un à l'autre? Ben, si, les phases de transition, elles sont toujours un peu délicates parce que, par exemple, après le désert, là, où on était 4 mois juste, Caro et moi, et ben, ça a pris des semaines et voire même des mois avant de pouvoir, par exemple, reparler, j'allais dire normalement, mais non, mais tu vois, quand t'es en ville, et ben, tu discutes un peu toute la journée, donc ton cerveau, il est configuré pour formuler des phrases, des idées, discuter quelquefois de tout et de rien, etc. Alors que nous, dans le désert, c'était tout l'inverse. On parlait quand c'était utile de parler et on n'avait personne à convaincre d'un truc ou on parlait jamais des news parce qu'on n'avait pas les news. Et en fait, le cerveau, il s'adapte vachement au contexte dans lequel tu le mets. Et donc, à chaque changement de phase comme ça, eh ben, t'as quand même des semaines de réadaptation. Et ouais, pareil, passer d'un endroit complètement naturel où tu fais toute la journée des activités physiques à un monde où tu te retrouves à plus voir le ciel de la journée, pas du tout de nature, et être assis devant un bureau à faire de l'ordinateur, etc. En fait, à chaque fois, c'est quand même des temps de réadaptation qui sont pas toujours simples. Ça dépend du sens. D'aller dans la nature, c'est souvent plus facile. Il y a un sens privilégié quand même. Ouais, il y a un sens qui est, en tout cas, moi, qui me correspond plus. Mais ouais, ça, c'est pas évident, mais à la fois, je trouve ça dynamisant. Ça, si je vivais tout le temps dans le désert, bah, au bout d'un moment, enfin, je saurais plus expliquer les idées qu'il y a derrière, convaincre les gens. Enfin, les deux sont nécessaires et je trouve ça cool de faire le cocktail des deux. Et pour l'instant, tu pars sur des projets, à chaque fois, ça dure 4 mois à peu près.
enfin en tout cas pour les biosphères. Ouais. L'objectif, c'est l'idée de dire si ça tient 4 mois, ça peut tenir plus. Toi, tu te serais vu vivre dans le désert comme ça pendant vraiment plus de mois après? Bah, il y a le côté social qui manque un peu parce que après c'est sympa d'avoir des amis, la famille et tout ça. D'un point de vue technique, ça permettait de prouver que c'était possible de vivre comme ça pendant longtemps. Au niveau santé aussi? Ouais, niveau santé, on a fait des analyses de sang très complètes au début et à la fin. On a fait des tests à la médecine du sport aussi avec l'université de Caen et on a pu vraiment prouver qu'on aurait pu vivre comme ça toute notre vie, on n'aurait pas eu de carence. Mais ouais, après, non, moi j'ai envie de vivre à long terme dans un environnement où il y a de la nature sauvage, où il y a de la nature même très proche de moi. Mais après, là, dans ce désert-là, je me vois pas habiter toute ma vie. Et donc là, tu parlais de la famille, de l'entourage, de la vie sociale. Si on remonte il y a une vingtaine d'années, quand tu as fait le choix de pas partir sur une carrière classique, quelle a été l'influence et la réaction de ton entourage par rapport à ton choix? Bah, ils ont été plutôt cool parce que je pense qu'il y a des familles ou des gens dans des situations où enfin, faire autre chose qu'un boulot un peu classique, c'est pas évident. Bah, je me souviens, moi, j'avais des potes de promo qui avaient emprunté pour leurs études et du coup, ils devaient absolument trouver très vite un boulot qui paye bien pour pouvoir rembourser leurs études. T'as d'autres potes dont la famille mettait vraiment la pression pour qu'ils aient un boulot vraiment d'ingénieur, etc. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir un entourage qui m'a laissé vraiment faire n'importe quoi. Et ça, j'ai trouvé ça très cool. Donc, ouais, je pense que c'est vraiment une chance. Et comment est-ce que tu fais pour financer tes projets? Alors ça a certainement été plus difficile au tout début, mais aujourd'hui, de quoi est-ce que tu vis? Et au tout début aussi, de quoi tu vivais, parce que t'as quand même... Ben, au tout début, je faisais des petits boulots en parallèle et donc je me suis habitué à vivre avec pas grand-chose, à pas avoir de chez moi enfin voilà, à économiser un peu de temps. Et après, j'ai été quasi bénévole, c'était un volontariat au Bangladesh. Ensuite, comme j'ai monté mon asso, pareil, j'ai été toujours plus ou moins bénévole ou avec des petits boulots ou vraiment le minimum pendant une dizaine d'années peut-être, un truc comme ça. Alors que c'est vrai que tous mes potes avaient des salaires, une maison, une bagnole et tout ça. Petit à petit, plus je faisais des projets, plus c'était facile aussi de trouver des partenaires. Donc j'ai pu me salarier depuis quelques années. Bon, je gagne un SMIC, donc c'est pas non plus énorme, mais ça me suffit largement en fait. Et après, non, faut surtout par contre trouver pas mal d'argent pour monter tous ces projets-là, parce que dès que tu as des salariés et tout ça, ça demande quand même des budgets importants. Et ensuite, faire des films aussi. On a fait plein de films avec Arte. Ça permet aussi de contribuer au financement du projet. Et après, on trouve des partenariats techniques. Ouais, on bosse avec d'autres, je sais pas, il y a une école d'ingénieurs, l'école que j'ai faite, l'ICAM, ils lancent du coup des projets d'études, ils mettent des étudiants sur des challenges, sur des défis techniques qu'on a sur le projet. Enfin bref, on fait après d'autres partenariats. Tous les projets que tu mènes, toi, ça te donne de l'espoir ou au contraire, tu es inquiet de notre futur de manière générale? Ben, dans un sens, ça me donne de l'espoir de me dire que on pourrait vivre de manière bien mieux. C'est pas juste théorique, tu vois, on le prouve avec des protocoles scientifiques et tout ça qu'on peut vivre en meilleure santé, plus épanoui, etc. et de manière plus écolo. Donc ça, c'est le côté espoir. Mais le côté désespoir, c'est que je me rends compte que c'est hyper difficile de faire changer les gens. Et ça, franchement, j'ai toujours pas compris. Mais bon, c'est comme si tu voyais, je sais pas, t'as un pote qui fume comme un pompier et tu sais très bien que ce serait bien qu'il arrête de fumer. Et en fait, t'arrives pas juste à trouver des arguments pour le convaincre. C'est un petit peu la même chose. C'est pas que des arguments techniques qui vont le convaincre, parce que ça, il les connaît. Là, faut carrément changer des modes de vie, des habitudes, des manières de vivre, des manières de voir l'avenir, et tout ça. J'ai aucune idée de comment on va faire pour changer tout ça. Dans le Low-Tech Lab et dans tous les projets que tu mènes, il y a comme une certaine radicalité. Alors c'est pas la radicalité ou l'extrême d'un militantisme où là on va avoir des gens qui vont vraiment mener des actions vraiment très fortes pour faire changer les choses. Toi, ça va être plutôt par des expérimentations, par des défis complètement fous. Et du coup, comment t'envisages toi cette radicalité de dire bah moi je vais jusqu'au bout du truc, je pousse le curseur à fond. Et est-ce que tu te dis pas bah les gens vont se dire, ah bah moi, je serais jamais capable de faire ça.
Bah si, c'est une grosse question qu'on se pose pas mal avec Caro sur à quel point il faut être prospectif, par exemple, à quel point il faut montrer un truc futuriste ou est-ce qu'il faut au contraire faire des petits pas, tu vois. Et en fait, moi j'ai l'impression, enfin c'est l'option qu'on prend, c'est de faire des trucs qui sont quand même assez radicaux pour montrer une image assez futuriste, tu vois, créer cet imaginaire, cette vision d'un futur version low-tech. Et après, sur ce qu'on peut faire aujourd'hui et ce qui peut être à la portée de tout le monde, il y a tout un tas de gens dans plein de secteurs différents qui peuvent les développer. On voit ça depuis le début du Low-Tech Lab. T'as plein d'entrepreneurs qui se sont lancés à faire des low-tech et ensuite, eux, à motiver des gens à appliquer, à acheter ces low-tech et à les utiliser. Mais il faut un peu un rôle d'éclaireur, tu vois, de visionnaire. En fait, si je devais prendre un parallèle, c'est peut-être un peu... Alors, j'y connais rien dans l'industrie de la mode, mais tu vois, t'as des défilés de mode avec des mannequins qui portent des trucs complètement délirants que tu vois jamais dans la rue. Mais n'empêche que c'est cette industrie-là qui va créer les tendances de couleurs, j'en sais rien, j'y connais rien, mais qui vont influencer après toute l'industrie de la mode, qui va faire que les marques vont choisir telle couleur ou tel style de vêtements, machin, qui font que après les industriels vont produire ces machins-là, et ce qui fait que dans ton magasin de vêtements, tu vas trouver ça, et puis en fait, tu vas porter ça. Donc il faut un peu toutes les strates pour changer les choses. Et nous, là, on est plutôt, du coup, branchés sur le show des filets de mode sur low-tech, quoi. Est-ce que tu sens qu'on peut opérer un changement politique à un moment? Est-ce que tu peux sentir un engouement à une échelle plus large? Ou est-ce qu'à un moment, il va falloir s'associer avec vraiment des militants qui vont y aller et qui vont essayer de faire bouger les choses, faire trembler un peu le système qui existe aujourd'hui? Je pense que c'est une espèce de synergie de plein d'acteurs, tu vois. T'as par exemple en ce moment pas mal de militants qui sensibilisent à bloc, qui disent qu'il y a plein de d'incohérences. On crée une autoroute, on fait telle ou telle, on prend telle ou telle décision et que c'est une connerie parce que et qui explique que la biodiversité s'effondre, que les ressources sont limitées, qu'il y a le réchauffement climatique. Donc t'as toute une partie des militants qui vont sensibiliser aux problèmes. Et nous, on est plutôt dans essayer de créer une vision de solution. Et en fait, les deux marchent un peu ensemble parce que nous, on peut pas proposer des solutions si les gens voient pas le problème. Tous les gens qui sont sensibilisés, ensuite, ils ont envie de voir comment faire. Tu vois, tu peux pas juste dire attention, il y a un truc qui t'arrive sur la gueule sans que tu vois qu'il y a une porte de sortie. Et donc, t'as des gens qui sont plus dans le concret comme nous à développer des solutions. T'as des gens qui vont être plus dans le lobbying, à essayer de faire changer les réglementations. T'as des gens qui vont être sur et donc c'est cool que en ce moment il y ait un peu tous ces maillons de la chaîne qui se mettent en place. On va arriver petit à petit vers la fin de l'échange. Il y a Oscar Wilde qui disait que vivre est la chose la plus rare du monde. La plupart des gens se contentent d'exister. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette phrase? Bah c'est vrai que j'ai bien envie enfin on a quand même un temps de vie limité. J'ai bien envie de bien l'exploiter. Mais c'est pour ça que je me visualise moi grand-père régulièrement pour voir ce que j'aurais eu envie de faire de ma vie quand je serai vieux. Moi, j'ai souvent l'image, pour moi, c'est quand tu te réveilles un dimanche matin et que tu vois que tu as le choix de soit te mettre dans un canapé et regarder un film, à bouffer des chips ou n'importe quoi, mais tu sais qu'à la fin de la journée, tu seras pas vraiment content de toi. T'auras mal bouffé, tu seras pas dépensé, enfin, t'auras pas passé une bonne journée au final, même si le matin, tu te dis, ah, ouais, j'ai quand même, tu vois, envie de un peu, de subir ta journée en fonction de ton envie du moment. Mais l'autre option, c'est de se dire, qu'est-ce que ce soir, je serais content d'avoir fait pendant ma journée? Et là, c'est, j'en sais rien, sortir dehors, faire un footing, construire un truc. Et moi, je vois plus ma vie comme ça, à me dire, quelquefois, ouais, c'est comme quand tu te balades sur la plage et que tu te dis, ah, je sais que si je vais me baigner, ok, ça va être un peu dur de rentrer dans l'eau, mais en fait, de ma vie, j'ai jamais regretté de me baigner. À aucun moment, je me suis dit, ah merde, j'aurais pas dû me baigner. Donc, tu te donnes un peu un coup de pied au cul
Mais tu sais que tu le fais parce que tu le regretteras pas et t'en sortiras grandi. Et justement, en parlant d'objectifs de vie, si tu avais un rêve à moyen ou long terme, quel serait-il? Ouais, j'aimerais bien qu'à la fin de ma vie, le progrès ait un peu pris la direction qui me fait rêver en fait. Et ça, j'ai pas envie de juste l'observer, mais d'être acteur aussi de ça. Donc après, c'est hyper dur enfin, je veux dire, c'est hyper ambitieux de se dire, enfin, je sais pas combien de temps il me reste à vivre, mais peut-être statistiquement 40 ans. Je sais pas où on en sera dans 40 ans, mais je pense que ce sera pas non plus parfait. Et si les rêveurs de l'Atlas devaient rencontrer quelqu'un d'autre, qui est-ce que tu nous conseillerais? Bah, il y a pas mal d'autres rêveurs. Après, je trouve que c'est bien. Là, moi, je suis un rêveur version low-tech, mais je pense que c'est pas mal de aussi voir des rêveurs de mondes complètement différents. Aller voir Elon Musk. Justement, j'ai son numéro, j'allais l'appeler. Ah bah super. Lui dire que ça va pas du tout. Non, mais pourquoi? Moi, j'aimerais bien comprendre. Il a un rêve, il y croit dur comme fer, a priori. Et ça doit être hyper intéressant de savoir ce qui le booste et pourquoi il y a des rêves différents. Ouais. Et voilà, c'est ainsi que notre échange s'achève. On espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous à l'enregistrer. On sera ravis de lire vos retours ou questions sur l'adresse rêveur.atlas@gmail.com. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez bien sûr le partager et Envie de un peu de subir ta journée en fonction de ton envie du moment. Mais l'autre option, surtout, merci. Merci infiniment pour votre écoute.